Alors, dans cette dernière partie, on va traiter l'interaction entre la lumière et la matière. Alors, ça veut dire qu'on s'est rendu compte que certains atomes, dans certaines conditions, si on leur donnait une petite décharge électrique par exemple, étaient capables d'émettre de la lumière. Et on a constaté aussi que certains atomes étaient capables d'absorber de la lumière. Donc, il y a une interaction entre les deux. Alors, pour expliquer cette interaction, on s'est d'abord intéressé à l'émission par les atomes d'hydrogène. Donc l'hydrogène, quand on le soumet à des décharges électriques, il va émettre de la lumière, certains rayonnements de lumière. Alors on s'est rendu compte quand on étudiait le spectre de cette lumière émise par les atomes d'hydrogène qu'on n'avait pas un spectre continu comme pour la lumière blanche, la lumière du soleil. Il n'y avait que certains traits, certaines raies qui étaient émises, on appelle ça des raies d'émission, et qui étaient bien précises, qui avaient une valeur très précise, et en additionnant ces raies colorées, on obtient une couleur précise qui va être caractéristique de chaque atome. Alors, on s'est intéressé à l'hydrogène en premier, donc en 1913, pour expliquer ces raies d'émission de l'atome d'hydrogène qu'on connaissait depuis déjà quelque temps. Donc Niels Bohr va émettre une hypothèse qui va être qu'un atome va posséder ce qu'on appelle des niveaux d'énergie. Alors ces niveaux d'énergie vont être directement liés aux configurations électroniques qu'il peut adopter, c'est-à-dire dans l'atome on a des électrons et ces électrons se rangent sur des couches électroniques, comme vous avez vu en seconde. On reviendra sur ce chapitre-là avec des couches 1s, 2s, 2p, etc. On ne va pas en parler maintenant, mais en chimie, on reviendra dessus. Alors, ces niveaux d'énergie ne peuvent prendre que certaines valeurs. Donc, on va dire qu'ils sont quantifiés. S'ils sont quantifiés, ça veut dire que je ne peux pas avoir n'importe quelle énergie possible. Ils ne vont pouvoir prendre ces niveaux d'énergie que certaines valeurs qui vont dépendre de l'atome considéré. Donc chaque atome va avoir ses propres valeurs d'énergie. Alors pour les représenter, on les représente sur un axe croissant en énergie. Alors, vous voyez qu'ici on met souvent en électronvolts, c'est plus pratique, il n'y a pas de puissance de 10. Donc on classe les énergies par énergie croissante et on a pris une convention, c'est que l'énergie la plus haute dans un atome, on va la noter 0. Ça veut dire que toutes les énergies en fait sont en dessous de 0 et elles sont négatives. Et plus l'énergie est faible, plus la valeur négative, en valeur absolue, va être importante. Alors pourquoi on a pris cette valeur de convention par négative? Alors ça représente le fait qu'on a les électrons qui sont liés au noyau. Et quand on a les électrons qui s'en vont de l'atome, l'atome va devenir un ion. Quand il perd un électron, il devient un ion, et on va dire qu'il est ionisé. Ça veut dire qu'il a perdu son électron, et donc l'électron n'est plus du tout lié à l'atome. Et dans ces cas-là, le niveau de l'atome par rapport à cet électron, le niveau d'énergie de l'atome va être égal à 0. Alors ici, on va représenter ça sur un diagramme de niveau d'énergie. Alors c'est constitué d'un axe vertical, comme je l'ai dit, orienté vers le haut, par énergie croissante, et on trace un petit trait pour chaque valeur d'énergie. Alors on peut mettre ça de manière un peu au hasard, ou alors à l'échelle. Donc on peut représenter les niveaux d'énergie à l'échelle en prenant par exemple 1 cm pour 1 électronvolt, et on ne va pas avoir un écartement qui va être régulier entre ces niveaux d'énergie. Donc il est souvent gradué en électronvolts, c'est quand même plus pratique. Alors le niveau de plus basse énergie, donc il y a toujours une énergie la plus basse possible pour un atome, et cette énergie va s'appeler l'état fondamental. Donc c'est un état stable, et dans lequel l'atome va toujours chercher à revenir. Si on lui soumet si on le soumet à un rayonnement d'une certaine énergie, il va toujours essayer de revenir sur cet état stable, sur cet état fondamental. Alors, on lui donne cette valeur d'énergie, on va lui donner une notation qui peut être soit E0, soit E1. Ça dépend des consignes, de la consigne de l'exercice. Donc, il faut bien lire la consigne pour savoir le numéro qu'on lui donne à cet état fondamental.
Alors, dès l'instant où on n'est plus sur l'état fondamental, donc sur le niveau d'énergie qui est directement supérieur, hein, on va être sur des états qu'on va appeler d'excité. C'est-à-dire que l'atome va avoir ses électrons qui vont passer sur d'autres couches et l'énergie globale de l'atome va augmenter et il est dans un certain état d'excitation et il va chercher à se débarrasser de cette énergie supplémentaire en émettant, on verra, certains photons. Alors l'énergie la plus élevée possible, donc on l'a vu, du coup c'est 0 électronvolt, donc 0 joule, et elle correspond à ce qu'on appelle un état ionisé, ça veut dire que l'électron est libéré, hein, l'atome se transforme en ion, hein, et donc on va dire qu'il est ionisé. Alors ces diagrammes ont permis aux physiciens de comprendre les échanges d'énergie qu'il peut y avoir entre la lumière et la matière, hein, puisque la lumière peut être émise par un atome et on a de la lumière qui peut aussi être absorbée. On va voir comment. Alors, comment est-ce que un atome peut passer d'un niveau d'énergie à un autre? Eh bien, tout simplement en absorbant ou en émettant des photons qui vont avoir certaines valeurs très précises. Et je vous rappelle cette valeur. Donc, ça va être E égale Hc sur lambda. C'est l'énergie d'un photon qu'on a vu précédemment. Donc, un atome peut passer d'un niveau d'énergie à un autre. Donc, soit il peut monter en niveau d'énergie, soit il peut descendre en niveau d'énergie. On va voir les deux cas. Donc, soit en absorbant un photon, soit en émettant un photon d'énergie E égale Hc sur lambda. Alors, le premier cas possible, c'est l'absorption de la lumière par un atome. Alors, comment ça fonctionne concrètement, expérimentalement? On prend un gaz constitué d'atomes identiques, comme du néon, du mercure, on a des lampes à gaz atomique comme ça, et ce gaz, qui est présent donc ici, on va l'éclairer par une source de lumière blanche. Donc cette source, ce qui est important, c'est qu'elle contient toutes les longueurs d'onde, du visible, du violet jusqu'au rouge, hein, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a la lumière qui arrive ici, elle traverse le gaz, puisqu'il y a quand même une partie qui passe, donc on a de la lumière transmise de l'autre côté. Et cette lumière, on va l'analyser par un prisme, par un réseau, et on va obtenir cette chose-là. Et on va constater que on a le spectre de la lumière blanche de départ, donc avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais dans laquelle on va avoir des raies noires. À certains endroits, on a des raies noires. Ça veut dire que ces couleurs-là, en fait, ont été absorbées, ces longueurs d'onde ont été absorbées par le gaz au moment de la traversée du gaz. Hein, donc ces couleurs manquent. Elles ont été absorbées et on obtient ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Donc c'est ce qui est écrit dans le texte, hein, quand on éclaire un gaz atomique avec de la lumière blanche, les atomes constituant le gaz absorbent certaines longueurs d'onde, donc certaines radiations ayant certaines longueurs d'onde. Donc le spectre qu'on obtient contient le fond coloré de la lumière blanche, donc le fond en couleur là c'est dû à la lumière blanche, avec quelques raies noires qui correspondent aux longueurs d'onde qui ont été absorbées, et on appelle ça le spectre, un spectre de raies d'absorption, puisque les raies sont des raies qui ont été absorbées, puisqu'elles sont noires, donc elles sont absentes. Alors, comment expliquer ce spectre de raies d'absorption? Eh bien, en fait, il faut considérer le diagramme d'énergie de l'atome qui constitue le gaz, et il faut imaginer que les électrons, qu'on peut représenter par un petit point ici, qui peuvent être dans un certain état, alors ça peut être l'état fondamental ou ça peut être un état supérieur, en fait, ces électrons peuvent gagner de l'énergie et en gagnant de l'énergie, ils vont monter sur un niveau d'énergie supérieur. Alors, pour gagner cette énergie, ils ne vont pas la gagner comme ça gratuitement. En fait, ils vont absorber un photon. Et donc un photon qui a été fourni par la lumière blanche. Hein. Donc la lumière blanche va fournir des photons de toutes les longueurs d'onde possibles et donc de toutes les énergies possibles. Sauf que l'électron, pour grimper par exemple du niveau E1 au niveau E2, doit absorber un photon, enfin doit absorber de l'énergie qui correspond à la différence entre E2 et E1.
Et donc, il va absorber un photon qui a une énergie très précise, pas n'importe laquelle, uniquement celle qui a comme énergie delta E qui correspond à E2 moins E1. Ça veut dire que si un photon qui a une énergie un peu supérieure à ce delta E, il ne sera absolument pas absorbé et il passera à travers le gaz comme si de rien n'était. Et pareil, hein, s'il a une énergie inférieure, il ne sera pas non plus absorbé. Par contre, s'il a cette énergie exactement égale à delta E, c'est-à-dire à la différence entre E2 moins E1, ce photon-là précisément sera absorbé et l'électron pourra grimper, hein, absorber cette énergie et grimper du niveau E1 au niveau E2. Donc, c'est résumé dans le cours. Un atome sur un niveau d'énergie noté E1, donc qui est plus petit, peut gagner de l'énergie et passer sur un niveau d'énergie supérieur, donc plus haut, qu'on va par exemple noter E2. Alors j'ai pris l'exemple entre E1 et E2, mais on peut faire ça entre E2 et E3, on peut faire ça entre E1 et E3, hein, on peut sauter un niveau d'énergie et passer directement sur celui encore du dessus. Donc peu importe, hein, du moment qu'on part d'un niveau précis et qu'on arrive sur un autre niveau qui est supérieur. Alors ça s'appelle une transition énergétique. Hein, on change de niveau d'énergie, donc on fait une transition. Alors cette énergie, elle est gagnée sous forme lumineuse, c'est-à-dire sous forme de photons. Donc le gaz va absorber des photons qu'on lui envoie, hein, qui vont le traverser. Et donc il va absorber uniquement les photons ayant la bonne énergie. Donc si un atome reçoit des photons dont l'énergie est exactement égale à la différence d'énergie entre son niveau de départ et le niveau supérieur, alors l'atome va absorber ces photons et va passer sur le niveau d'énergie supérieur. Donc l'énergie du photon qui va être absorbée, donc on va noter E photon, elle va être égale à delta E, c'est-à-dire à E2 moins E1. Et l'énergie du photon, on l'a vu, c'est Hc sur lambda. Donc on va avoir E photon, l'énergie du photon qui est absorbée, qui va être égale à la différence entre E2 moins E1, qu'on va noter delta E. Alors pour savoir le delta E, de quel niveau on est en train de parler, on peut rajouter un petit 1 vers 2, flèche 2, pour montrer qu'on va du 1 vers le 2. Et l'énergie d'un photon, c'est Hc sur lambda. Ça veut dire que le photon qui va être absorbé est celui qui aura la longueur d'onde qui est comprise dans cette formule. Donc nous, en général, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la couleur qui est absorbée. Quelle est la longueur d'onde qui correspond au photon qui est absorbé. Donc on veut chercher en général à calculer lambda. Alors pour calculer lambda, ici je vais partir du delta E et je vais utiliser la partie égale à Hc sur lambda. Donc je vais échanger le delta E et le lambda et je vais obtenir que lambda égale Hc divisé par delta E. Il ne faut pas oublier que delta E c'est E2 moins E1. Donc j'ai lambda égale Hc divisé par E2 moins E1. Et donc on peut calculer la longueur d'onde du photon qui va être absorbé. Et donc si ce photon est absorbé, cette longueur d'onde est absorbée aussi, et donc cette couleur, à l'arrivée, elle ne sera plus présente, puisque les photons correspondants auront été absorbés. Alors pour représenter cette transition énergétique sur le diagramme d'énergie, on va tout simplement dessiner une flèche verticale vers le haut. On la dessine où on veut, ça n'a pas d'importance, mais elle doit bien partir du niveau initial E1 vers le niveau final E2. Alors, comme l'atome possède des niveaux d'énergie bien définis, hein, les énergies elles sont bien précises et elles dépendent de chaque atome, cet atome ne peut absorber que certains photons de longueur d'onde bien précises, donc ça va expliquer l'observation de raies noires, hein, puisque les raies noires, c'est les couleurs qui ont été absorbées par l'atome, et il n'absorbe pas n'importe quelle couleur, donc dans le spectre de raies d'absorption. Alors, remarque, si l'énergie des photons ne correspond pas à delta E de 1 vers 2, eh ben, le photon ne sera pas absorbé, donc traversera le gaz, et c'est pour ça qu'on a quand même certaines couleurs qui passent et qui sont observées dans le spectre d'absorption. Alors, l'autre cas, à part l'absorption, c'est l'émission de la lumière par un atome. Alors, pour obtenir cette émission expérimentalement, on va enfermer un gaz dans un tube
et on va lui donner une bonne petite décharge électrique et on va constater qu'il va se mettre à briller, à émettre de la lumière. Alors on a des lampes comme ça qu'on appelle à vapeur de sodium, à vapeur de mercure et à vapeur de néon. Et ben vous avez des exemples comme ça assez simples, hein. Par exemple l'éclairage public. Dans certains villages, même si ça a tendance à être remplacé par des éclairages à LED, mais on avait des lampadaires avec une lumière très jaune qui étaient en fait des lampes à vapeur de sodium. Voilà. Alors, et on a les néons, par exemple, publicitaires, qui sont exactement formés sous cette forme-là. Alors, on lui envoie une décharge électrique, du coup, il va se mettre à émettre de la lumière. On analyse cette lumière avec un prisme ou un réseau et on constate que là, on n'a pas du tout le même type de spectre que tout à l'heure, puisque je n'ai que certains traits de lumière qui sont colorés. Donc, on va appeler ça des raies. Et comme c'est un spectre d'émission, puisque la lumière est émise, on va appeler ça un spectre de raies d'émission. Donc la décharge électrique permet d'exciter un gaz atomique. On va voir que ça va lui donner l'énergie qu'il faut pour passer sur des niveaux supérieurs. Et on va voir qu'en fait, ce gaz revient sur des niveaux d'énergie inférieurs en émettant des photons qui ont certaines valeurs d'énergie, pas n'importe lesquelles. Et on va obtenir donc comme spectre un nombre limité de raies colorées sur un fond noir. Et donc on appelle ça le spectre de raies d'émission. Alors comment on peut concrètement, comment cet atome peut émettre ces raies d'émission, donc c'est-à-dire ces photons? Eh bien, il faut d'abord, il ne peut pas émettre des photons s'il est déjà sur son état fondamental, hein. Il ne peut pas descendre plus bas, donc il doit forcément être dans des états excités, c'est-à-dire des états d'énergie supérieure pour redescendre sur des états d'énergie inférieure. Alors pour que ces atomes se trouvent dans ces états excités, on peut lui donner cette énergie soit par décharge électrique, donc ce qui se passe dans les lampes en général à gaz atomique, ou un échauffement ou une absorption de lumière. Donc on peut aussi lui donner une lumière qui va absorber. Hein, il y a plusieurs manières de faire ça. Donc il va pouvoir perdre cette énergie excédentaire. Donc on lui a donné de l'énergie par décharge électrique et il va perdre cette énergie excédentaire. Et pour ça, il va redescendre sur un niveau de plus basse énergie. Donc par exemple, l'exemple le plus simple, je pars de E2 et je redescends sur E1. Et pour ça, il va émettre certains photons qui vont avoir certaines valeurs d'énergie. Alors comme tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à l'absorption, hein. L'énergie du photon qui va être émis va être exactement égale à la différence d'énergie entre le niveau de départ et le niveau inférieur. Donc l'électron au départ, il est ici. Il va descendre sur un niveau inférieur et donc il va émettre une énergie qui aura, un photon qui aura comme énergie exactement la valeur E2 moins E1, c'est-à-dire exactement la valeur delta E. Donc l'énergie du photon va être égale à delta E. Alors attention, cette fois c'est de 2 vers 1. Alors cette différence d'énergie est toujours égale à E2 moins E1, l'énergie la plus grande moins l'énergie la plus petite, et elle vaut Hc sur lambda. Donc vous constatez que c'est exactement la même formule que tout à l'heure. C'est bien, ça fait qu'une seule formule à retenir, hein. La seule différence, c'est que tout à l'heure, on absorbait des photons, donc on passait sur un niveau supérieur, donc on passait de 1 vers 2, tandis que là, on émet un photon, donc on descend, et donc on va de 2 vers 1. Alors la longueur d'onde du photon, ce sera la même formule que tout à l'heure, encore une fois, sauf que au lieu de passer de 1 vers 2, on passe du niveau 2 vers le niveau 1, ici. Mais vous constatez que la différence d'énergie, c'est toujours E2 moins E1. De toute façon, la différence d'énergie doit être positive, hein. On n'a pas des longueurs d'onde qui sont négatives. H est positif, C est positif, donc delta E, E2 moins E1, doit forcément être positif. Hein, si vous avez un doute sur le fait dans quel sens vous devez faire votre soustraction, eh ben, c'est pas compliqué, le résultat doit être positif. Donc si c'est négatif, c'est qu'il faut inverser. Alors pour représenter cette transition énergétique, comme on descend d'un niveau d'énergie, eh ben,
on va la représenter par une flèche verticale, cette fois vers le bas. Donc il va du niveau initial qui est excité, donc plus élevé, vers un niveau final qui va être plus bas. Alors comme l'atome possède des niveaux d'énergie bien définis, qui dépendent de chaque atome, on a uniquement certains photons qui peuvent être émis. De longueur d'onde bien précise, hein, ça ne peut pas être n'importe quelle énergie de photons, donc ça ne peut pas être n'importe quelle longueur d'onde. Et ceci explique l'observation de raies de couleur dans le spectre de raies d'émission, hein, puisqu'on n'a que certains photons, donc que certaines longueurs d'onde qui vont pouvoir être émises. Alors, il se trouve que les raies d'absorption correspondent exactement aux raies d'émission, c'est-à-dire que les raies d'absorption qui sont noires sur fond coloré vont être placées au même endroit que les raies d'émission qui sont colorées sur fond noir dans le spectre d'émission, hein. Ça va être exactement la même chose puisque les niveaux d'énergie sont les mêmes, hein. On a exactement les mêmes formules. Et il se trouve donc que ces longueurs d'onde, qui sont soit émises, soit absorbées, sont vraiment des caractéristiques de chaque atome. Chaque atome va avoir des niveaux d'énergie différents du voisin, c'est caractéristique de chaque atome, et du coup on va pouvoir utiliser cette propriété pour identifier un atome à partir de son spectre d'émission ou d'absorption. Et ça va être extrêmement utilisé en astronomie, puisque quand on veut analyser la lumière d'une étoile, on va avoir du mal à aller prélever un petit échantillon de la matière de l'étoile pour savoir ce qu'il y a dedans. Par contre, on va être capable de recevoir sa lumière, puisqu'elle nous parvient, et cette lumière, on va la faire passer par un prisme ou un réseau pour obtenir son spectre, et on va voir de quoi elle est faite. Et donc, on va comprendre quelles sont les raies d'émission ou d'absorption et on va comprendre du coup quels sont les atomes qui constituent l'étoile. Et ça, on ne pensait pas qu'il était possible d'en savoir sur ces étoiles, hein, d'en savoir plus, sachant qu'on ne pouvait pas aller prélever un échantillon. Alors, je vous conseille d'aller voir l'animation du CEA, hein, Commissariat à l'énergie atomique, qui explique le spectre du Soleil qui a été analysé, dont vous avez une illustration hein, analysée par un scientifique qui s'appelle Fraunhofer. Donc c'est un dessin un petit peu ancien qui explique un peu le spectre du Soleil. Alors on reviendra d'ailleurs sur ce spectre en enseignement scientifique quand on étudiera le rayonnement. Voilà, et donc ça explique vraiment très bien comment on peut analyser la lumière des étoiles par leur spectre, c'est-à-dire par spectroscopie. Alors, vous avez une petite remarque. Ici, la longueur d'onde ainsi que les constantes C et H sont toujours positives. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, hein, que la différence d'énergie doit toujours être positive, que ce soit une émission ou une absorption de photons. Hein, le photon a toujours une énergie positive. Alors, vous avez ici un exercice d'application sur l'atome d'hydrogène, assez précis sur toutes les formules qui ont été données jusqu'à présent. Donc, les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, on peut les calculer assez facilement, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres atomes où c'est un peu plus compliqué. Mais ici, on a une formule qui est vraiment très simple, qui est que En va être égal à moins 13,6 divisé par n au carré. Donc n, c'est le niveau d'énergie. Et cette énergie, elle sera en électronvolts. Donc là, la première question, vous devez calculer les valeurs qui correspondent aux 4 premiers niveaux d'énergie les plus bas. Donc, dans la formule, on va remplacer pour le premier n par 1, donc vous allez avoir E1, et vous devez appliquer ces formules pour E1, E2, E3, E4, hein, en divisant moins 13,6 par n carré. Donc mettez en pause, faites l'exercice. Alors pour la correction, donc j'applique les formules. Pour E1, je remplace n par 1, donc ça fait moins 13,6 divisé par 1 au carré. Donc divisé par 1, ça fait moins 13,6 électronvolts. Pour n égale 2, je fais moins 13,6 divisé par 2 au carré, c'est-à-dire moins 13,6 divisé par 4, et ça me fait moins 3,40 électronvolts.
Pour n égale 3, j'ai moins 13,6 divisé par 3 au carré, donc par 9, et ça fait moins 1,51 électronvolts. Et pour n égale 4, j'ai moins 13,6 divisé par 4 au carré, ça fait moins 0,85 électronvolts. Alors, on a bien les niveaux d'énergie qui sont négatifs, ça c'est normal, hein, puisqu'ils doivent tous être négatifs, sauf vraiment celui qui correspond à l'ionisation, donc qui va être égal à 0, mais sinon ils sont tous négatifs. Alors, on ne peut vous demander de calculer les niveaux d'énergie que pour l'hydrogène. Dans les autres cas, on vous les donne. Hein, on vous donne E1 égale, E2 égale, E3 égale directement la valeur. Alors par contre, on peut vous demander de placer les niveaux d'énergie sur le diagramme. Éventuellement même de tracer un axe avec une échelle. Donc par exemple, on prend 1 cm pour 1 électronvolt. Donc ici, je vais avoir E1. Il faut essayer de le placer de manière la plus exacte possible. Donc un petit peu au-dessus de moins 14. E2 qui est égal à moins 3,4. Donc qui va être égal à moins 3,40, donc entre moins 3 et moins 4. Un E3 moins 1,51, donc moins 1,5. Et E4 qui est ici. Donc on voit qu'on n'a pas un écartement qui est régulier entre les différents niveaux d'énergie, hein, c'est normal. Alors, dans votre polycopier, je me suis arrangé pour que 1 électronvolt soit égal à 1 cm. Donc ça veut dire que vous pouvez les placer au millimètre près. Hein. Alors ensuite, question 3, quel niveau correspond à l'état fondamental? Donc l'état fondamental, c'est le niveau de plus basse énergie, c'est-à-dire ce sera le niveau E1 qui vaudra moins 13,6 électronvolts. Alors maintenant, on s'intéresse à une transition précise. On s'intéresse à la transition énergétique entre le niveau 3 et le niveau 2. Alors, représentez cette transition sur le diagramme. Donc là, c'est une question qui n'est pas très difficile. Il suffit de tracer une flèche entre du niveau 3 vers le niveau 2. Alors, on va l'appeler E3 vers 2. Alors, on constate que cette flèche descend, donc on a une diminution de l'énergie, hein, donc il passe d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie inférieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Pour émettre cette énergie, eh ben, on va avoir un photon qui va être émis. Donc, l'atome perd de l'énergie en passant d'un niveau d'énergie à un autre, de plus faible énergie, et pour ça, il va émettre un photon. Donc, il s'agit d'une émission de photons. Alors après, on nous demande de calculer la longueur d'onde du photon qui va être émis, qui correspond à cette transition. Alors, on a la formule qu'on avait vue qui est lambda égale hc divisé par delta E, sauf que, attention, erreur classique, les énergies qui sont données sont en électronvolts. Donc, pour appliquer cette formule, il faut les convertir en joules, absolument. Donc, vous refaites votre petit tableau de proportionnalité. 1 électronvolt correspond à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Cette fois, vous avez des niveaux d'énergie qui sont en électronvolts, donc vous mettez en dessous de 1 électronvolt, et vous faites votre produit en croix et vous constatez qu'il faut multiplier cette fois par 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules pour le convertir en électronvolts. Donc j'ai deux niveaux à convertir, hein, je ne vais pas forcément convertir si j'en ai pas besoin. Donc on a E2 à convertir et E3 à convertir. Donc j'ai moins 3,40 électronvolts fois 1,60 fois 10 puissance moins 19. Et vous obtenez, il faut toujours mettre 3 chiffres significatifs, hein, donc moins 5,44 fois 10 puissance moins 19 joules. E3, c'est moins 1,51 fois 1,60 fois 10 puissance moins 19. Et ça fait moins 2,42 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc erreur classique, hein, on fait pas ces conversions, on calcule lambda avec des énergies en électronvolts et on a faux. Alors ensuite, il suffit d'appliquer la formule lambda égale hc divisé par E3 moins E2. Alors si vous avez un doute, hein, on fait toujours la différence pour que la delta E soit positif. Donc ça veut dire que je vais faire E3 est plus grand que E2, hein, ça se voit sur le diagramme. Donc je vais faire E3 moins E2. Les constantes sont toujours données, donc 6,63 fois 10 puissance moins 34, constante de Planck, fois 3 fois 10 puissance 8, divisé par
E3, donc moins 2,42 fois 10 puissance moins 19, moins E2, donc qui vaut moins 5,44 fois 10 puissance moins 19. Donc attention, attention au moins parenthèse moins. Hein, sur votre calculatrice, éventuellement, une fois que vous avez écrit ce calcul, pour le taper, vous pouvez directement écrire plus. Hein, ça vous évitera de vous tromper. Et attention également, il y a des puissances de 10 partout, donc je vous conseille d'utiliser la petite touche comme ça, rectangle divisé par rectangle sur la calculatrice, pour bien mettre les grandeurs en haut et les grandeurs en bas. Ça fait partie des calculs les plus longs, les plus difficiles, entre guillemets, qu'on aura à taper, avec des puissances de 10 négatives un peu partout. Alors, vous devez trouver, normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, 6,59 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors, on aime bien convertir en nanomètres, parce que dans le visible, c'est en nanomètres. Ça permet d'ailleurs, si on a des valeurs type données, de savoir à quelle couleur ça correspond, et si ça fait partie du domaine du visible. Donc, je décale la virgule de 2 unités vers la droite. Donc, je diminue la puissance de 2. Donc, ça va faire 659 fois 10 puissance moins 9 mètres. Et 10 puissance moins 9 mètres, c'est nanomètres. Donc, ça me fait 659 nanomètres. Alors, à quel domaine de la lumière appartient la radiation correspondante? Eh bien, le visible est compris entre 400 et 800 nanomètres. Donc, cette radiation fait partie du domaine du visible. Alors, il s'agit d'une radiation rouge. Oui, on est dans le rouge-orange, en fait. Donc, on ne va pas vous demander la couleur précise, si on est dans le bleu, dans le vert, dans le jaune. Par contre, vous devez savoir si ça fait partie du visible ou pas. Et vous devez savoir aussi que, je répète, 400 nanomètres, c'est le violet, 800 nanomètres, c'est le rouge. Donc, si c'est plus petit que 400, on est en dessous du violet, donc on est dans les ultraviolets. Si on est plus grand que 800 nanomètres, on est au-dessus du rouge, donc on est dans les infrarouges. Donc, c'est les seules choses qu'il faut savoir, et ça, vous pouvez avoir des questions dessus. Alors, la dernière question, on vous demande un autre cas. Donc là, on a un atome qui absorbe un photon de longueur d'onde 121,7 nanomètres et on demande quelle transition permet cette absorption. Ça veut dire l'atome va passer de quel niveau à quel niveau. Alors pour ça, chaque longueur d'onde correspond à un photon qui a une énergie précise. Donc première chose à faire, c'est de calculer cette énergie avec la formule delta E, c'est l'énergie de la transition, delta E égale hc sur lambda. Donc on va avoir l'énergie en joules. Donc ça se fait directement. H fois C, c'est toujours 6,63 fois 10 puissance moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8, divisé par la longueur d'onde, 121,7, attention à convertir en mètres. Donc on rajoute fois 10 puissance moins 9. On fait tout ça à la calculatrice et vous devez trouver normalement 1,63 fois 10 puissance moins 18 joules. Alors évidemment, pour savoir à quelle transition ça correspond, tous mes niveaux d'énergie sont en électronvolts. Donc je vais convertir cette énergie en électronvolts. Donc reprenez votre petit tableau de proportionnalité entre les électronvolts et les joules. Et on voit que là, pour convertir en électronvolts, on doit diviser par 1,60 fois 10 puissance moins 19. Vous remarquez que dans les données, on a la valeur entre électronvolts et joules, c'est toujours donné. Donc on voit que cette transition, elle vaut 10,2 électronvolts. Donc le niveau, ça a été absorbé, donc ça veut dire que je suis passé d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie plus élevé, et que cette différence d'énergie, elle vaut 10,2 électronvolts. Donc là, il faut voir, il faut tâtonner un peu parfois pour voir quelle est la transition qui peut donner ce 10,2 électronvolts. Alors 10,2, d'ailleurs, si vous avez fait 1 électronvolt pour 1 cm, ça correspond à une transition de 10,2 cm. Donc il suffit de prendre votre règle et d'essayer de regarder quelle est la transition qui correspond à ce 10,2.
Et on voit que ben, c'est une grande transition, hein, donc la seule transition possible, ça va être celle du niveau 1, hein, je vous ai dit on monte d'énergie puisqu'on absorbe, vers le niveau 2. Et en effet, il faut le montrer, on a E2 moins E1 qui va être égal à moins 3,40 moins 13,6, ça veut dire 13,6 moins 3,40, qui fait exactement 10,2 électronvolts. Donc pour représenter cette transition sur le diagramme, comme c'est une absorption, on va monter en énergie, hein, le photon a été absorbé, donc c'est un gain d'énergie. Donc on va passer de E1 vers E2 en montant, donc, et on note l'énergie E1 vers 2. Voilà.